Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, d'abord, il donne une voix à l'histoire par le biais d'Internet. Thibaut Gagnage est notre focus du jour. Et on va voir que la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. On découvre son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les études de droit. Les études de droit. Et puis de DALL-E à Midjourney en passant par Stable Diffusion, les outils capables de générer des clichés réalistes se multiplient, quitte à tromper les internautes. Il existe cependant des astuces pour repérer ces images générées par une intelligence artificielle. On en parle avec une experte du sujet. Elle est notre invitée du jour, Tina Nikouka. Bonjour Tina. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes docteur en traitement d'image à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Soyez la bienvenue. On en parle dans un instant, juste après le focus. Apprendre l'histoire en s'amusant, mais aussi démonter certains préjugés avec humour. Voilà ce que propose Thibaut Gagnage avec sa chaîne YouTube Histoire appliquée, une chaîne suivie quand même par 130 000 personnes. Des abonnés qui se font de plus en plus nombreux, notamment depuis qu'il a été repéré par Jamy. On vous dit ça tout de suite avec Xavier Terrade. Napoléon, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ces grandes figures historiques sont réputées pour être des conquérants. Mais parmi eux, lequel peut être considéré comme le plus grand conquérant? Thibaut de la chaîne Histoire appliquée est ici, dans l'atelier, pour nous répondre. Même Jamy fait appel à lui, une sorte de consécration pour Thibaut Gagnage de la chaîne Histoire appliquée. Et oui Jamy, c'est une très bonne question. Qui est le plus grand conquérant de l'histoire? Pour y répondre, il faut commencer par se poser une autre question. Sur quels critères doit-on se baser? Alors si la grandeur était proportionnelle à la taille, pas sûr que Napoléon l'emporterait. Il ne mesurait qu'1,68 m. L'un des secrets du succès d'Histoire appliquée, c'est l'humour qui s'en dégage. Il a renforcé le système monétaire, construit de nouveaux réseaux routiers et fondé un certain nombre de villes. La plus célèbre étant bien sûr Alexandrie. Bon, je dis Alexandrie, mais je parle de celle d'Égypte, parce qu'Alexandre avait tendance à appeler toutes les villes qu'il fondait Alexandrie. Et il en aurait fondé entre 20 et 70. Le youtubeur, qui teste l'histoire autour d'une tasse de thé, a plus de 130 000 abonnés. Alors si vous avez toujours voulu savoir si une épée est aussi lourde qu'on le prétend, si l'on étouffe dans un corset, ou si un chevalier en armure ne pouvait pas se relever, je vous propose d'attacher votre ceinture. Thibaut Gagnage en profite aussi pour mettre un terme à certaines idées reçues. Si je vous demande, avouez vos contemporains, quelle est la façon la plus ancienne d'allumer du feu, vous allez sans doute me répondre qu'il faut frotter 2 silex les uns sur les autres. Mais ça, c'est mis en visiteur, c'est de la foutue magie! L'ingénieur culturel avait pour projet de donner une voix à l'histoire sur Internet avec une approche concrète. Aujourd'hui, c'est mission réussie, mais jusqu'où et jusqu'à quand? Seule l'histoire le dira. Vous le savez, nous les mettons régulièrement à l'honneur dans l'École du Futur, les profils de femmes ayant remporté le prix Jeunes Talents pour les femmes et la science de la Fondation L'Oréal UNESCO, un prix en partenariat avec l'Académie des sciences. Eh bien, nous sommes très chanceux aujourd'hui d'avoir l'une d'entre elles parmi nous, Tina Nikouka, notre rôle modèle du jour. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Tina est chercheuse en mathématiques, spécialiste du traitement et de l'analyse des images. Vous décryptez la vie secrète de ces dernières à la recherche de leur histoire et de leur vérité. Vous allez nous raconter votre parcours exceptionnel et votre métier aussi. Mais d'abord, le pape en doudoune, Emmanuel Macron en éboueur. En réalité, il s'agit d'images créées de toutes pièces par le logiciel Midjourney. Cette intelligence artificielle peut générer n'importe quel type de visuel à partir d'une requête écrite par l'internaute. Il suffit à l'utilisateur de quelques mots-clés et le tour est joué. Ces fausses photos, dont le niveau de réalisme est assez impressionnant et grimpe en flèche au fil des mois, ont tendance à tromper les internautes. Produire ces contenus, Tina, est-il devenu d'une simplicité complètement déconcertante et surtout, est-il accessible à tout le monde? Plus besoin d'être geek ou expert du numérique pour y prendre part? Alors c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Il y a énormément d'applications ou de sites où on peut simplement taper notre requête pour créer notre image. Après, directement, on n'a jamais le résultat qu'on souhaite. Souvent, on essaye 2-3 fois avant d'avoir un bon résultat. Mais oui, aujourd'hui, et de plus en plus, je pense dans le futur, les gens ils pourront créer leurs propres images. Donc, plus besoin d'être un grand dessinateur. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète la communauté scientifique dont vous faites partie? La communauté scientifique, je pense pas. Au contraire, c'est très intéressant et techniquement, c'est passionnant pour nous. La communauté plus
les journalistes ou Oui. voilà, ça c'est peut-être plus inquiétant. Mais il faut le prendre comme toute invention. Comme aujourd'hui, là, je peux le dire, on est sur un fond vert. Ça, c'est quand même une technologie qui n'existait pas avant. Et aujourd'hui, on trouve ça normal. À la télé, ça choque pas. On va pas dire qu'on est en train de faire du fausses vidéos quand on regarde la télévision. Et dans quelques années, on dira, je pense, la même chose de ces technologies-là. Alors, pour détecter ces deepfakes, vous avez notamment développé des outils qui permettent d'appliquer des filtres sur une image pour en faire ressortir les falsifications. Loin de l'image du chercheur avec sa petite blouse blanche, les 3 petits crayons dans la poche, vous voyez dans le métier de chercheur une similitude avec un enquêteur de police presque, ou encore un médecin légiste, chercher à comprendre, à détecter, à aller au-delà de l'image pour en raconter son histoire, c'est ça ? Exactement, moi c'est ce que j'aime dans mon domaine, c'est que on mène une enquête quand on a une image. Notre but c'est de mener l'enquête et de savoir ce qui lui est arrivé. Bien sûr, du coup on crée des algorithmes pour le faire, donc on crée nos propres outils et on mène l'enquête à l'aide de nos propres outils finalement, et les outils donc de collègues, de gens dans le monde entier qui travaillent là-dessus. Et oui, donc moi je trouve ça super intéressant et en plus c'est parlant, donc on peut présenter ce qu'on fait vraiment à tout le monde et pas que à notre communauté. Comment vous y prenez ? Quelles sont les images qui vous intéressent le plus ? Parce que j'imagine que vous ne faites pas ça avec n'importe quelle image trouvée sur Internet. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que vous êtes mandaté peut-être par des entreprises ou des groupes politiques, par exemple, pour vérifier l'identité, l'origine d'une image ? Alors, dans le domaine vraiment recherche pour faire des publications scientifiques, on doit tester nos algorithmes sur des bases de données qui ont été publiées, etc., donc par d'autres chercheurs ou même par... moi, j'ai des collègues qui travaillent sur des bases de données. Moi-même, on a travaillé sur des bases de données. D'accord. Donc ça, c'est pour vérifier nos algorithmes. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour la recherche. Sinon, moi j'adore travailler sur les images qui sont sur les réseaux sociaux. Alors j'attends pas forcément que l'AFP m'en envoie, mais souvent c'est le cas. Parce que vous travaillez avec l'AFP. Oui, avec le Media Lab de l'AFP, qui peut nous envoyer de temps en temps des images à fact-checker. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et sinon, moi je m'amuse aussi avec les images satiriques. Parce qu'il y a beaucoup de photomontages qui ne sont pas pour nuire, donc c'est vraiment pour rire, donc ça c'est plus agréable. On a vu notamment le pape en doudoune, par exemple. Voilà, par exemple. Et sinon, pour par exemple vulgariser ce que je fais, c'est plus intéressant donc vulgariser vraiment l'algorithme, c'est plus intéressant de partir d'une image que je maîtrise, donc une image que j'ai pris moi, que je maîtrise complètement. Et c'est vrai que dans quelques ressources scientifiques que j'ai pu écrire, donc vraiment à destination des lycéens ou des collégiens, parce que le traitement d'image aujourd'hui, ça fait partie du programme scolaire de seconde en SNT. Et je mets des photos de mon chien. Et en fait, c'est parce que je prenais des photos de mon chien et que j'ai pas envie de mettre des humains, évidemment, dans les photos qui circulent. Et en fait, j'ai vu que mes collègues aussi ont commencé à reprendre les mêmes photos. Et un peu partout, on voit une photo d'un chien. Quand on veut parler de traitement d'image, c'est mon chien, du coup. C'est votre chien. Bon, comment on fait alors justement pour retrouver l'origine d'un cliché ? Moi, j'aimerais qu'on essaye de comprendre avec vous ce que vous voyez sur l'algorithme, le logiciel que vous avez créé. Est-ce qu'en gros, vous lui envoyez une image et puis il vous dit « Ah, attention, j'ai un petit doute, peut-être que cette image n'est pas originale » ou au contraire, c'est des pixels qui s'affichent et qui montrent les parties de l'image qui ont été modifiées ? Racontez-nous. Alors, dans les algorithmes qui existent, les deux approches sont possibles. D'accord. Et il y a énormément d'algorithmes. Moi, je peux vous en parler, par exemple, d'un en particulier, parce que moi, je travaille sur cette chose-là. Mais il y en a plein. Le but, c'est de combiner toutes les méthodes qui existent, de tout regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas une méthode infaillible. On teste cette méthode et on a le résultat texte ou par rapport au pixel. Ça n'existe pas encore. Mais on a plein de méthodes différentes qui vont regarder des anomalies dans l'histoire d'une image. Et pareil, alors, donc déjà, il faut savoir, ça c'est pas évident du tout, c'est que les images numériques, comme là, même la vidéo que les gens sont en train de regarder, il y a énormément de traitements qui sont effectués. Donc là, on est sur un plateau, il y a de la lumière qui m'éclaire. Cette lumière rentre dans l'objectif de la caméra qui se situe, je ne sais où, il y en a plusieurs, je pense. Juste là. Ça arrive sur un capteur et ici, on a plein de valeurs qui sont associées à des pixels qui sont absolument pas jolis à première vue, mais l'ordinateur directement fait des procédés mathématiques donc pour avoir le résultat que vous voyez là sur l'écran. Après, on peut plus ou moins modifier, on peut rajouter par exemple des filtres pour nous rendre plus jolis ou noir et blanc ou autre chose, mais il y a toujours des opérations de maths qui sont effectuées. Et ces opérations-là, c'est pas fait exprès, mais comme c'est des étapes de la vie de cette image-là, elles laissent des traces sur l'image. Et il y a plus ou moins des traces qui sont parlantes. Moi, j'ai de la chance, ou j'ai choisi, on va dire, de travailler sur des traces qu'on appelle des traces de compression. Donc, c'est ce qui permet de sauvegarder, par exemple, votre image en format JPEG. Tout à fait. Et donc, souvent, on connaît le terme JPEG, voilà. Donc, ça permet de ranger l'image pour que ça prenne moins de place dans l'ordinateur ou sur le téléphone. Et ça laisse des traces qui sont, je trouve, hyper parlantes. Je peux
Je peux le montrer Bien sûr, avec les mains. dites-nous, oui, Je peux tout vous à prendre fait. votre feuille, là, par exemple. Bien sûr. Voilà, je vous la rendrai après. Hein. Pas de problème. Donc, j'en ai plus imaginez qu'ici, il y ait une photo. Vous avez pris une photo, on fait une analogie avec du papier, hein, c'est bien sûr pas le vrai cas. On fait une photo, on a l'analogie, on a une jolie photo ici, imaginez voilà, quelqu'un sur cette photo. Là, cette image, elle prend trop de place. Si je veux la ranger par exemple dans ma poche, je ne peux pas, on est d'accord, ça prend trop de place. Effectivement. Qu'est-ce que je fais? Vous allez la plier en deux. Effectivement, je peux la plier. Là, je peux plier. Bien sûr. Donc je vais la plier en deux, mais même j'ai plié plus que ça parce que j'ai vraiment envie de la mettre dans une enveloppe comme ça. D'accord. Donc vraiment, je vais la plier effectivement donc plusieurs fois. Et donc, quand elle est pliée, est-ce que je peux voir l'image? Une partie de l'image que vous pouvez voir maintenant. Là, imaginez, c'était le côté blanc. Là, on voit plus, je l'ai plié en plus dans le sens. On voit plus rien, on est d'accord. C'est ce qui se passe en fait quand un fichier image ou vidéo est compressé. En fait, il est rangé et on le voit plus. Donc là, vous pouvez l'envoyer vous pouvez vous l'envoyer cette image tranquillement, ça rentre dans une petite enveloppe, voilà. Donc là, moi, je viens de recevoir une image. Ouais. Donc c'est comme si je téléchargeais par exemple une image de WhatsApp ou sur Internet ou quoi, mon ordinateur. Mais donc moi, je vais vouloir la regarder. Qu'est-ce que je fais? Vous la dépliez. Exactement. Donc je vais la déplier. Alors, qu'est-ce que j'observe sur cette image? Qu'elle a été compressée, j'imagine, qu'elle a été pliée. En tout cas, on va dire des termes très simples. Pardon, je peux prendre une autre feuille. Là, je vais pas la plier. L'autre qui n'est pas pliée. Celle-ci, je vais en avoir besoin. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas pliée. Ouais. Donc ça, c'était avant. Et après, c'est comme ça. Visuellement, il y a la même chose. Là, c'est tout blanc, mais visuellement, c'est la même chose. Et ben moi, je m'intéresse à regarder justement ces traces de pliure. Donc j'arrive à voir en fait dans l'image qu'il y a ces traces de pliure là. Bien sûr, c'est pas des traces de pliure, c'est des traces de compression, mais l'analogie marche vraiment bien parce que c'est vraiment sous forme de petits carrés. Bien sûr. Et alors, quand l'image est très dégradée, peut-être vous avez déjà vu ça, on voit vraiment des petits blocs, des petits carrés. Tout pixelisé. Voilà, alors on dit effectivement tout pixelisé, alors que c'est pas pixelisé, c'est par 8 par 8 pixels. C'est des blocs de pixels. D'accord. Mais par abus de langage, effectivement, on dit ça. Mais dans toutes les images, même quand on voit pas cette dégradation, il y a ces petits carrés-là, en fait. Et moi, j'ai des algorithmes qui sont capables de récupérer ces petits carrés-là. Et si maintenant, par exemple, je veux faire une falsification sur mon image, ça veut dire, par exemple, prendre une partie d'une autre image et la coller là. Oui. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter des blocs sur l'image que vous avez là. Et donc, les blocs ne seront pas originaux. Et donc, ça va se voir sur l'image, c'est ça? Effectivement, je vais casser en fait ces pliures-là. Par exemple, je peux rajouter quelque chose qui n'a jamais été plié. Donc, il y aura une zone dans l'image où c'est pas plié. Ou je peux rajouter quelque chose qui a été plié d'une autre manière. Et oui. Donc, je vais voir qu'il y a un autre type de pliure. Et donc, c'est exactement ça, mon algo. Ça va pas plus loin que ça. Bon, après, il y a une validation statistique, il y a des mathématiques derrière pour être capable de décider si vraiment la pliure elle est différente, oui ou non, etc. Mais l'idée, elle est vraiment aussi simple que ça. Et vous arrivez à savoir si une photo vient de WhatsApp, vient d'un réseau social? Ça vous arrivez à retracer justement l'image? Alors, on ne le fait pas particulièrement parce que Facebook, WhatsApp, etc. changent souvent leur manière de plier finalement. Mais enfin, ils ont tous la même manière de plier, mais on va dire la force qu'ils appuient pour appuyer sur le papier peut varier. Donc on peut savoir, en tout cas, si deux images ont été pliées de la même manière. Et c'est ça, en fait, l'historique de la pliure de l'image. Et ce qui arrive souvent, c'est que là, donc, imaginez, j'ai falsifié mon image, je vais la replier parce que je vais la renvoyer sur les réseaux sociaux, donc je vais la recompresser. Donc il peut y avoir des traces de pliure qui vont se superposer les unes aux autres, il y en avoir plusieurs. Et voilà. Et donc ça, c'est avec la compression. Vulgarisation du métier de Tina, absolument passionnante. Merci beaucoup. Alors, chaque année, merci, vous me rendez ma petite feuille. Merci. On va lancer le Zap d'abord. Effectivement, je voudrais après qu'on parle de votre parcours assez exceptionnel et puis de ce prix que vous avez reçu, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. On en parle tout de suite. D'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
You just plug it right into the wall. And you got your gigabit Ethernet and HDMI output. And you've got two USB-A's and a USB-C. You know, we're here to find first. This is USB. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Tina Nakuka, docteur en traitement d'image à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Mais juste avant de reprendre, vous l'avez vu, nos passionnants échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Les études de droit sont au programme aujourd'hui avec vous, Alexandra. Oui, Philippine, est-ce que vous savez que la licence de droit, c'est la licence la plus demandée sur Parcoursup? L'année dernière, c'était plus de 300 000 vœux qui ont été réalisés sur des licences de droit. Alors moi, j'y connais absolument rien, Alexandra. Je suis très humble sur le sujet. Qu'est-ce qu'on apprend en licence de droit? Alors, les premières années sont très généralistes. Ce sont des années au cours desquelles on va apprendre les bases de la discipline, donc le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit civil, l'histoire du droit. C'est aussi le moment où les étudiants vont acquérir les méthodologies qui sont tout à fait propres au droit. Par exemple, l'étude de cas, le commentaire d'arrêt, la dissertation juridique qui est très différente de la dissertation de philo ou de lettres au lycée. En troisième année, la formation reste généraliste, mais les étudiants peuvent commencer à se spécialiser. Effectivement, en troisième année, en L3, ils peuvent commencer à se spécialiser et ça va leur permettre de réfléchir à ce qu'ils veulent faire en master. Par exemple, en droit public, en droit privé, en droit international, en droit européen. Enfin, il y a plein de choses possibles. C'est là où on fait les choix. Bon, alors quels sont les débouchés d'une licence de droit, justement ? Alors, énormément de débouchés. Bien sûr, ceux qu'on connaît, c'est-à-dire après une licence de droit, on peut faire un Master 2 qui va mener à une professionnalisation, comme par exemple si on souhaite devenir avocat, huissier, commissaire de police, magistrat. En général, ce sont des concours. On peut aussi préparer les concours de la fonction publique, la catégorie A. Voilà. On peut se spécialiser aussi dans des domaines un peu particuliers, comme par exemple l'immobilier, les assurances, les ressources humaines. Et puis, la licence de droit, ça peut aussi être un tremplin vers autre chose. Par exemple, on peut postuler à Sciences Po Paris ou province. On peut aussi rejoindre une grande école de commerce après une licence de droit. Alors justement, quelles sont les meilleures universités pour y apprendre le droit ? Alors, bien sûr, toutes les universités françaises dispensent des licences de droit de qualité, mais il y en a qui sont très demandées par les lycéens. On le sait, 2 universités parisiennes extrêmement plébiscitées. Bien sûr, Assas. Attention, 15% d'accès seulement. Ah oui. Et oui, donc c'est difficile d'y rentrer aujourd'hui. La Sorbonne. Et puis une autre licence de droit, une autre université qui tire son épingle du jeu, c'est Aix-en-Provence, avec un taux d'accès plus élevé. On est autour de 50%, mais voilà, elle fait souvent partie des choix des lycéens qui veulent faire du droit. Filière sélective, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a que la licence de droit classique ou est-ce qu'il y a d'autres formations quand on veut faire du droit ? Il y a plein de choses, bien sûr. Par exemple, des doubles licences. On n'est pas obligé de faire que du droit. On peut choisir des doubles licences, donc avec 2 disciplines. Vous avez, par exemple, le droit common law. Vous allez apprendre le droit anglo-saxon, par exemple. Vous avez des doubles licences droit économie, si vous voulez être avocat des affaires, c'est intéressant. Il y a aussi, par exemple, droit sciences politique, et puis des choses un petit peu plus originales, par exemple des doubles licences droit-sciences, ce que je trouve assez intéressant. Et on va continuer à en parler dans un instant avec notre invité. Comment on intègre une filière droit, Alexandra ? Est-ce que tout se passe sur Parcoursup ? Alors, oui, mais si vous voulez bien, Philippine, je vais revenir sur d'autres choses que je voulais dire qui sont très importantes. C'est qu'il n'y a pas que les licences. En droit, il y a aussi, par exemple, des formations extrêmement prestigieuses, comme par exemple le collège de droit. Vous en avez un à Assas, vous en avez un à la Sorbonne, et là, c'est vraiment les meilleurs lycéens qui vont pouvoir rentrer au collège de droit. Une formation qui n'est pas très connue, mais qui est, je trouve, extrêmement intéressante, c'est la prépa D1. La moitié du temps, vous êtes en licence de droit, l'autre moitié en classe préparatoire, et vous préparez le concours de l'ENS.
Et puis, il y a aussi des BUT, des bachelors universitaires technologiques en droit, qui sont aussi très intéressants. Ça s'appelle carrière juridique. Et alors, ça dure 3 ans. Tout ça, ça se passe sur Parcoursup? Tout ça se passe sur Parcoursup. On est recruté sur Parcoursup. Chaque licence correspond à un vœu. Les classes prépa, les BUT, ce sont des vœux groupés. On peut en mettre plusieurs. Et prépa D1, il y a un vœu, c'est ça? Alors, vous avez raison. La prépa D1, vous choisissez prépa D1, c'est un vœu. Et vous pourrez mettre jusqu'à 10 sous-vœux. Oui, effectivement. Alors, comment les lycéens sont-ils sélectionnés dans ces filières assez sélectives? Alors, c'est très important, surtout pour les parents. Je m'adresse aux gens de ma génération. Nous, on allait à la fac de manière automatique. On avait le bac, on allait à la fac. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La licence de droit est extrêmement sélective. Donc, pour faire du droit, notamment dans les universités prestigieuses dont j'ai parlé, il faut avoir un beau dossier scolaire. Donc, première étape du recrutement, le dossier. Ensuite, la fiche à venir, c'est-à-dire les appréciations des profs. Et puis, certaines universités vont demander une lettre de motivation. Pour les formations très prestigieuses, comme les collèges de droit, il va même y avoir un petit test de logique mathématique. C'est un test d'auto-évaluation, c'est ça? Non, c'est vraiment un test qu'on passe sur place. Et puis, si on réussit, on peut aussi avoir un entretien. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux lycéens pour remplir ce test et puis le test d'auto-évaluation dont ce que je comprends est aussi à remplir sur Parcoursup? Exactement. En fait, quand on postule à une filière de droit, peu importe laquelle, on doit remplir un test d'auto-évaluation qui effraie les lycéens. Et en fait, aucun enjeu. C'est-à-dire que vous allez cliquer, il y a un petit lien sur Parcoursup, vous allez cliquer dessus, ça va vous emmener sur une page de l'ONICEP. Et là, vous avez plein de questions de droit, mais pas besoin de s'offrir, si vous voulez, les services d'un avocat, du meilleur avocat de Paris pour remplir ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'auto-évaluation, c'est-à-dire l'idée, c'est de montrer à l'étudiant que c'est une formation exigeante. Et les résultats du test ne seront pas connus par les formations, mais vous allez avoir un petit document qui dit que vous l'avez fait, vous allez le télécharger et le mettre sur Parcoursup. Alors tout ça, donc aucun enjeu. Mais oui, mais tout ça c'est nouveau pour les lycéens, Alexandra. Alors comment être sûr que ça va nous plaire? Alors c'est difficile, beaucoup de jeunes qui viennent me voir me disent j'ai l'impression que j'ai envie de faire du droit, mais je suis pas sûre que ça va me plaire. Alors déjà, une chose qui est intéressante, c'est que les lycées, de nombreux lycées, proposent l'option droit et grands enjeux du monde contemporain qu'on peut choisir en terminale. Donc si vous souhaitez faire du droit, si vous vous dites c'est peut-être mon truc, eh bien vous choisissez cette option. Et puis les universités proposent des journées d'immersion. Il faut y aller, il faut faire les portes ouvertes. Et ensuite, il faut censer. Et ben voilà, vous avez tous les conseils d'Alexandra De Villers. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on retourne parler sciences, mathématiques et intelligence artificielle dans la deuxième partie du talk. On est toujours avec Tina Nikouka, docteur en traitement d'image à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Tina, chaque année, L'Oréal et l'UNESCO remettent les prix Jeunes Talents à des chercheurs, des jeunes femmes d'exception. On met, vous le savez, toutes les semaines à l'honneur ces femmes dans l'école du futur. Ce prix vise notamment à mettre les femmes en lumière, encore trop peu présentes, c'est très vrai, on en parle régulièrement avec Alexandra dans ses chroniques, trop peu présentes dans la recherche scientifique. En 2022, 35 d'entre elles ont été choisies. Parmi vous, Tina, d'abord félicitations. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette orientation? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des mathématiques et des sciences? Alors déjà, moi j'ai pas le choix. Dans le sens où j'étais pas très bonne dans les autres matières, donc vraiment moi j'aimais les maths, la physique ça va, et donc c'était vraiment par non par choix, dépit presque. Parce que j'adore les maths. Oui. Mais c'était vraiment en écoutant ce que vous avez dit sur les possibilités après le bac, je me dis c'est génial, j'aimerais trop retourner et voir ce qu'il y a comme option. Mais je les prendrai pas parce que j'adore ce que je fais aujourd'hui. Je prendrais quand même une voie scientifique, même des maths et de l'informatique. Mais je trouve ça génial d'avoir autant d'options de ce qu'on veut faire, quoi. Mais oui, puis vous exercez, c'est vrai, aujourd'hui maintenant un métier qu'on imagine difficile à saisir tant il est nouveau aussi. Nouveau parce que vous êtes en constante adaptation grâce aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aussi. Et puis, nouveaux outils qui sont mis à votre disposition, mais aussi et surtout au grand public, ça change tout. C'est vrai que ça va très vite, mais le métier est assez ancien quand même. Faire du traitement, c'est juste qu'il n'était pas mis en valeur. C'est peut-être ça. Comment on faisait avant alors? Avant l'intelligence artificielle, on faisait avec des papiers, justement, l'intelligence artificielle, c'est un terme, nous on l'utilise pas du tout au travail. Enfin, on l'utilise seulement, je pense, sur les plateaux télé, donc on va l'utiliser aujourd'hui si vous voulez. Mais c'est un terme qu'on ne sait pas qualifier, même nous on ne sait pas le qualifier. C'est fait exprès, je pense, c'est fait pour rajouter un peu de flou, un peu de mystère, pour le rendre le terme
un peu, je pense que c'est du marketing. J'ai pas fait d'études de marketing, mais je pense que le terme est vraiment commercial, quoi. Comment vous l'appelez, vous, alors? C'est quoi pour vous l'intelligence artificielle? On en parle tous les jours dans l'école voilà. du futur, effectivement, mais ça reste très flou, effectivement, parce que chacun le met un peu à sa sauce. Il y en a qui l'utilisent depuis des années et puis d'autres où c'est très récent. On a l'impression que c'est une révolution technologique, notamment dans le domaine de l'éducation. Mais pour vous, en fait, vous l'utilisez depuis des années, ou en tout cas ce qui ressemble à l'intelligence artificielle. C'est des mathématiques et de l'informatique. Alors, j'ai des collègues, c'est vraiment pas... C'est un avis qui change vraiment tous les jours. J'ai des collègues qui ne sont pas d'accord avec moi, mais il y en a qui qualifient l'intelligence artificielle comme les algorithmes qui ont appris quelque chose. Donc il y a une base de données où il y a un apprentissage, ils apprennent cette base-là, et donc ils donnent des résultats. Ils sont intelligents. Ils essayent d'être intelligents comme nous. On a appris que ça c'est un chien, ça c'est un chat, parce qu'on a eu l'habitude de voir plein de chiens, et on se dit que ça c'est un chien. Mais si on voit un nouveau chien, on ne sait pas modéliser ce que c'est un chien. On va se dire, je ne sais pas ce qu'on va se dire, on va se dire quoi, ça aboie, donc c'est un chien. Quelle est la logique qu'on va avoir derrière? Et moi, je pense que c'est dur justement de savoir, en tout cas pour le grand public, que c'est un algorithme, il était basé sur des choses qu'il a appris, donc des bases de données ou même de l'apprentissage, ou simplement parce qu'il y a une règle derrière, que quelqu'un a dit, si aboie, alors chien. Donc c'est dur de savoir ce que c'est. Donc, mettons tout dans l'intelligence artificielle. Tout ce qui est algorithmie, qui prend une décision, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ma définition, mais c'est... Bien sûr, et c'est d'accord important de l'avoir. Non, c'est important parce que j'allais vous poser la question, est-ce que la vraie différence entre avant et aujourd'hui, c'est pas justement l'hyper-réalisme qui a permis ce progrès de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? L'impression que quand on voit une photo d'Emmanuel Macron en éboueur ou du pape en doudoune blanche, on se dit, ah ouais, putain, on a l'impression que c'est vrai. Sauf qu'en fait, quand on y voit de plus près, et c'est votre métier, il y a un peu de part de faux là-dedans. Alors effectivement, là, ce qui peut-être peut choquer, étonner, qui est vraiment nouveau, c'est la possibilité de créer du contenu. Oui. Là, c'est vraiment une création de contenu. On savait déjà... Si je prends par exemple une formule de maths, on savait déjà avec donc, des algorithmes avant remplir un trou. C'est ça en fait qu'on remplit. On a un espace. Si on veut parler en mathématiques, vous avez l'habitude de voir des fonctions par exemple. Oui. Ou pas, je sais. Voilà. Alexandra plus que moi, je pense. On a des fonctions. Imaginez qu'il y a une zone où on ne sait pas en fait, il y a un trou, on ne sait pas ce qui se passe. Et on veut deviner cette fonction-là. On va demander à l'algorithme de deviner, de remplacer l'information qu'il y a là-dedans. Là, c'est toujours la même technologie. On lui demande d'inventer, par exemple, une doudoune, voilà, parce qu'en fait, sur des bases de données, il a vu ce que c'était des manteaux, il a vu ce que c'était peut-être des doudounes d'une certaine marque, et il va pas forcément prendre une doudoune qu'il a déjà vue. C'est possible, mais ça, c'est une limitation justement de la méthode. Il va essayer d'inventer une nouvelle doudoune parce qu'il sait ce que c'est une doudoune. Voilà. Effectivement. Tout ça, vous en parlez aussi auprès des enfants. Vous nous avez fait une magnifique démonstration de ce qu'était votre métier et vos algorithmes tout à l'heure. Parallèlement à votre thèse, vous avez mené de nombreuses activités, dont des ateliers scientifiques, justement. Des sortes de séances similaires à l'émission C'est pas sorcier, c'est ça? C'est ça. À la Maison des Sciences à Orsay. C'est ça, c'est la MIS, donc la Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences à Orsay. On a les classes qui viennent en sortie scolaire sur toute la journée et on fait un atelier de sciences avec eux où ils manipulent. Donc on est des jeunes chercheurs. Donc moi aujourd'hui je peux plus le faire parce que je suis plus si jeune, mais quand on est en thèse, on peut accompagner donc des classes. On est en général avec 8 élèves maximum et on fait des ateliers qui sont pas forcément là par exemple du traitement d'image ou de l'intelligence artificielle, mais ça peut être de l'énergie, des mathématiques, des choses. La science en général. La science en général, effectivement. Même les sciences humaines et sociales, il y a ça aussi. Et je trouve ça très important et je suis ravie d'entendre qu'il y a un test de maths qui est appliqué pour les gens pour faire du droit. Et je trouve ça très important parce que je pense que les maths, parce que on va sûrement en parler, mais vous allez dire il n'y a pas beaucoup de filles en maths, il n'y a pas beaucoup de gens tout court en maths. Il y a un vrai problème je sais pas, d'image des maths. Moi je trouve ça super triste alors que les maths c'est partout. Je suis ravie de voir qu'il y a d'autres gens qui s'en rendent compte et qui demandent ça pour d'autres domaines, d'autres filières. Oui. Mais les maths, c'est partout et il faut l'enseigner, et en tout cas enseigner l'amour des maths. Et pas du tout enseigner tel théorème, c'est pas ça. Enseigner l'utilité des maths et l'amour des maths dès les classes primaires. L'amour des maths, et ben voilà, le mot est passé. Moi, ce que je vous propose, parce que malheureusement je vais devoir rendre l'antenne, mais c'est que vous reveniez nous en parler parce que c'est un sujet absolument passionnant. Un rôle modèle, vous l'avez vu, une chercheuse, une mathématicienne, détective aussi à la recherche de la vérité et de l'histoire des images qui peuplent Internet et bien plus encore. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tina Nikouka, je rappelle que vous êtes docteur en traitement d'images à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Merci à vous d'avoir été sur le plateau de l'École du futur. Merci également à vous pour votre chronique et
vos partages, échanges. Alexandra De Villers, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.